Ah, 3 mois. 3 mois depuis ma dernière vidéo d'analyse. Ça vous avait manqué? Ouais, à moi aussi. Mais ça y est. Je suis de retour! Minasan konnichiwa. Bienvenue dans la salle d'attente de FF7R3, le troisième et dernier chapitre de la retrilogie de FF7. Salut à tous et bienvenue pour la deuxième partie de ce temps fort sur la chaîne consacré au personnage de Zack Fair. Après vous avoir partagé mes réactions, je vous propose ici une réflexion autour du personnage et particulièrement de son rôle dans la retrilogie, avec pour objectif de répondre à une question précise: Zack n'est-il vraiment qu'un personnage fonction? Pourquoi ce titre? Eh bien déjà parce que c'est super putaclic et c'est bon pour les stats. Ensuite pour faire chier Cal, et ça on aime bien. Et enfin parce que c'est une vraie question tout à fait légitime que l'on peut se poser après avoir joué à FF7 Remake puis Rebirth. Et c'est peut-être la question qui est venue dans toutes les têtes. Est-ce qu'on se dirige lentement mais sûrement vers un tout ça pour ça? Quand on pense Zack dans Rebirth, les mots qui viennent à l'esprit sont fanservice, personnage utilitaire ou carrément qui sert à rien. Il est loin le temps où sa simple apparition à la fin de Remake avait fait hurler les foules et susciter de nombreuses théories. Son rôle dans la deuxième partie s'est trouvé être beaucoup plus limité que certains le pensaient et la déception a été au rendez-vous. Et si vous avez vu mes réactions, vous le savez, ce fut le cas pour moi. Petit aparté, pourquoi diable ai-je pris le risque de vous faire cette compilation de réactions avant de vous faire cette vidéo d'analyse? Parce que vous allez voir que j'ai pris un virage à 180 degrés par rapport à mes premières impressions, et c'est justement pour avoir un comparatif entre ce que peuvent être parfois nos premières impressions, qui sont guidées par nos attentes et notre affect, et qui vont nous amener à avoir un certain ressenti sur le jeu, et ce qui se passe quand on prend du recul, et surtout qu'au lieu de se focaliser sur tout ce qu'on n'a pas eu et qui va nous mécontenter, d'essayer de voir ce qu'on a eu. Et donc arrêter de dire moi je voulais ça et j'ai pas eu ça et donc je suis dégoûtée. Voilà, ça c'est moi pendant ma réact. Mais je voulais pas rester là-dessus. Et l'idée c'est plutôt de revenir sur l'œuvre, celle-ci ou n'importe laquelle, et de se dire bon, je vais vraiment me pencher sur ce qui nous a été donné et je vais essayer de le faire avec un certain regard positif pour chercher à comprendre au-delà de mes attentes et au-delà de mon ressenti émotionnel, qu'est-ce qu'on a vraiment essayé de me raconter. Et ce que je trouve de vraiment très intéressant sur cet exemple de Zack, c'est que finalement, en me détachant des attentes qui ne me semblaient pas satisfaites dans le jeu, et en reprenant une lecture vierge, un peu plus objective de tout ce qui nous a été donné, eh ben j'ai fini par retomber sur quelque chose qui était beaucoup plus conforme à mes attentes au final, et qui m'apporte en réalité beaucoup plus de hype, à titre personnel, pour la troisième partie, alors que j'étais restée sur une impression catastrophique à la fin du jeu. Et aussi, par transparence et honnêteté intellectuelle. On va pas se mentir, parler de Zack, c'est un sujet à controverse où l'affect va beaucoup jouer. Eh ben, vous avez eu mon affect. Je ne vous en ai rien caché. Vous connaissez ma position émotionnelle sur ce sujet. À vous ensuite de décider si mon analyse vous semble suffisamment solide et détachée par rapport à cet affect ou si... Des yeux embués d'émotion ne sauraient y voir clair. Personnellement, je suis plutôt partisane de l'idée que Rebirth était une espèce de mise en bouche et qu'on va avoir du contenu par rapport à Zack à la fin de la retrilogie. Mais que pour des raisons scénaristiques, il ne pouvait pas se permettre de conclure trop profondément son inclusion dès le deuxième opus. Et en plus, soyons honnêtes, il joue avec nous comme un chat avec une souris. Pour discuter de ce sujet, je vais surtout me focaliser sur deux questions. Y aura-t-il une réunion Zack-Aerys et que nous dit Rebirth sur le rôle de Zack dans la troisième partie? En préambule, je vais rappeler quelques prérequis qui me semblent importants pour comprendre ma vision des choses. 1. Selon moi, comme expliqué dans la vidéo sur la mort d'Aerys, les reflets sont des émanations de l'esprit qui s'incarnent dans la rivière de la vie. 2. La présence de Zack dans ces reflets ne signifie donc pas que Zack est encore vivant au sens physique du terme. Pour moi, dans le monde d'origine, Zack est bien mort. 3. Aerys aussi est morte dans le monde d'origine et je pense qu'elle devrait le rester. Elle n'est potentiellement vivante que dans un ou des reflets.
4. Les fleurs d'Aerys symbolisent les retrouvailles et pas juste pendant la rencontre entre Cloud et Aerys. 5. Les fleurs dans le livestream, c'est du fait d'Aerys. 6. On va faire un petit disclaimer avant de commencer. Ça, on oublie. C'est pas le sujet. Je suis pas là pour essayer de savoir avec quel mec Aerys va finir. Je vous renvoie au point précédent. Aerys étant morte, la question de savoir si elle préfère les blonds ou les bruns, je m'en tape totalement. Là où elle est, ça n'a guère d'importance pour l'avenir. L'attachement qu'elle porte à Cloud et Zach a son importance et je ne reviendrai sur aucun des deux. Elle est très attachée à Cloud. Oui. Tu sais, Cloud, je tiens à toi. Elle est très attachée à Zach. Oui. Et oui. Je peux pas le détester. Ça, c'est sûr. C'est tout ce sur quoi on a besoin d'être d'accord pour continuer sur de bonnes bases. Donc, soit ces prérequis te parlent et on peut continuer tranquillement. Soit tu n'es pas d'accord avec ces prérequis et ça ne t'intéresse pas et il n'y a pas de souci, tu peux quitter la vidéo, on te remercie chaleureusement et sincèrement d'être passé. Soit tu te dis que tu n'as pas du tout cette vision-là des choses, mais que ça peut être intéressant de voir une autre approche et qu'on va pouvoir confronter nos idées dans le calme, la joie et la bonne humeur. Bienvenue à toi. Soit tu es déjà en train de te dire « Alors celle-là, je vais la laisser parler, mais tu vas voir qu'après, je vais défoncer ces arguments que tu n'as même pas encore entendus. » Dans ce cas, la sortie, c'est par là. Tu cliques sur le bouton « Stop » sous la vidéo, tu cliques sur la petite croix en haut, tu éteins ton téléphone ou ton ordi, tu vas te couler un petit café et tu profites de la vie. Loin. Merci. On est OK? On est parti avec ce qui reste? Première question. Pourquoi Aerys aurait fait revenir Zach d'entre les morts? Si c'est bien elle qui l'a fait revenir. Moi, j'ai encore un petit doute par rapport à cette scène. Sephiroth. Alors, c'était toi? C'était toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il dit ça? Est-ce que ça sous-entend que c'est Sephiroth qui aurait ramené Zach? Mais alors pourquoi? Franchement, je ne sais pas quoi faire avec cette phrase. Et si vous avez des interprétations, je serais ravie de les entendre parce que moi, ça me laisse un peu dubitative. Mais si on part du principe que c'est bien Aerys qui a ramené Zach, alors comment et pourquoi? Comment? J'en ai donné mon explication dans la vidéo sur la mort d'Aerys. En infusant ses espoirs et ses rêves dans le livestream, et parmi ces espoirs, il y en a un qui serait que Zach puisse être encore en vie. Et pour moi, ça vient corroborer la discussion qu'elle a à Gongaga avec les parents de Zach. Elle va à Gongaga, elle dit rien à personne, elle s'éclipse, et quand elle voit un mec qui ressemble à Zach, direct elle va lui parler et elle lui demande des nouvelles avant même de réfléchir aux conséquences. Elle ne le ferait pas sans espoir qu'on lui annonce une bonne nouvelle, ou en tout cas sans envie de savoir ce que Zach est devenu, et du coup par conséquent, en espérant qu'on lui dira qu'il est encore vivant et qu'il va bien quelque part. Ah, et d'ailleurs on va tout de suite débunker un truc. Aerys n'en a plus rien à faire de Zach, de l'eau a coulé sous les ponts, ça fait 4 ans, etc. Alors, je vais pas me baser sur les éléments de Crazy Score comme le fait qu'elle lui a écrit quand même 89 lettres pendant 4 ans, que la dernière image qu'on voit d'Aerys, c'est ça, parce qu'on va me dire « Oui, mais ça c'était avant Cloud ». Même si en vrai ça permet de rappeler gentiment que l'éloignement d'Aerys et Zach, c'est pas de leur fait. C'est un truc qu'elle n'a ni demandé, ni désiré. Mais dans la retrilogie, à la fin de Remake, c'est la seule qui semble réagir à la présence de Zach, et c'est pas juste, elle le sent. On rappelle la signification du ciel pour Zach et Aerys. 空、怖いんだ。吸い込まれそうで。そうだ。俺がいつか綺麗な空を見せてやる。Le ciel est si cruel. Le ciel est si cruel. Je vous fais pas l'affront de vous expliquer la symbolique avec le regret, l'amertume, la tristesse, etc. Comme dit précédemment, il y a le passage à Gongaga, donc la visite aux parents de Zach, qui montre quand même bien que Aerys n'a pas complètement oublié Zach et qu'elle se contrefout pas totalement de ce qu'il est devenu. Et quand Cloud fait preuve de mépris envers Zach,
Elle lui tire une tronche de « je suis pas d'accord ». Et après s'être inquiétée de Cloud, Tifa s'inquiète d'Aerys après cette rencontre. Et on peut assez facilement supposer qu'elle s'inquiète de savoir comment Aerys se sent après cette visite qui ne lui donne aucun espoir concernant Zack. On nous tease le fait qu'elle pourrait être à l'origine de son retour. Et à la fin du jeu, elle lui apporte son aide à plusieurs reprises. Là. Et là. Et les gars, si on est dans le discours « ça fait longtemps, de toute façon il est mort, c'est normal qu'elle passe à autre chose », alors on est d'accord que ce qui est valable pour Aerys vis-à-vis de Zack, c'est aussi valable pour Cloud vis-à-vis d'Aerys à ce moment-là. Hein. Maintenant, je me répète, je suis pas en train de dire qu'elle est amoureuse de Zack ou de Cloud ou de qui tu veux. Je dis juste que c'est pas parce qu'elle est attachée à Cloud qu'elle est forcément plus attachée à Zack. Tout comme c'est pas parce que Cloud s'attache à Aerys qu'il va jeter Tifa dans les orties, et c'est pas parce qu'il tient énormément à Tifa qu'il n'y a pas de place dans son cœur pour Aerys. Oui, je sais, concept révolutionnaire, mais que voulez-vous, ici on est des foufous. On part du principe que l'attachement c'est multiforme, multipersonnel, et qu'il n'y a pas forcément de la place dans le cœur des gens que pour une personne. Ouais, je suis la hippie de cette communauté, c'est comme ça. Donc pour moi, il y a une vraie continuité entre la fin de Crisis Core et ce qu'on voit dans la retrilogie, dans l'idée que oui, Aerys garde un attachement à Zack, qu'il soit amoureux ou non, on s'en cogne, c'est pas la question. Et du coup, pourquoi elle le fait revenir ? Il y a une chance pour qu'elle les fait revenir pour aider Cloud, ce qui est tout à fait entendable, puisqu'on assiste à ce moment où Aerys envoie des pétales pour guider Zack vers Cloud. Il peut y avoir 2 raisons à ça. La première, ça peut être qu'elle sait que ce faisant, Zack, au contact de Cloud, pourra entrer dans le monde où il se trouve et peut-être ne pas rester aéré sans fin dans l'entremonde. Donc il y a l'idée que ça puisse aider Zack. Mais il y a aussi évidemment l'idée que ça puisse venir en soutien à Cloud. Et là, il y a 2 hypothèses. Elle le fait revenir aussi pour aider Cloud ou uniquement pour ça. Que Zack et Aerys décident ensemble d'aider Cloud par affection pour lui, ça me convient totalement. De toute façon, c'est ce qu'ils font dans Advent Children. Mais Aerys, qui se sert de Zack, à son insu, uniquement pour aider Cloud, c'est-à-dire qu'elle s'en sert comme un pion sur son échiquier, c'est une hypothèse qui ne me plaît pas, mais alors pas du tout. Elle est envisageable, donc je vous en parle, je vais pas la mettre sous le tapis, mais elle me plaît pas. Pourquoi elle me plaît pas ? Parce que rappeler un mec d'entre les morts et utiliser le fait que ce mec a des sentiments très forts pour toi et qui ferait n'importe quoi pour toi, uniquement dans le but de pouvoir sauver les miches du pignouf sur lequel tu crushes depuis 3 jours, en n'en ayant rien à foutre de la personne que tu vas utiliser à cette fin, genre oh, merci de t'être déchiré pour nous, merci d'avoir traversé les mondes, merci d'avoir risqué ta vie, merci d'avoir tout donné pour nous sauver. Mais maintenant que je suis réunie avec mon petit blondinet, si tu pouvais dégager la piste s'il te plaît, parce que en fait j'en ai rien à foutre de ta gueule. Je vous le dis comme je le pense, ce serait un comportement de pure connasse. Elle aura beau sauver le monde 8 fois, je m'en fous. Là, c'est le divorce absolu entre moi et Choupinette. Cette option pour moi n'est ni respectueuse pour Zack, ni pour Aerys. Et j'ai une bien meilleure opinion de ces 2 personnages que ça. Donc j'espère sincèrement que c'est pas ça. Heureusement pour moi, cette hypothèse est envisageable, mais peu plausible selon moi pour la simple raison qu'on parle de Zack Fair, qui est, encore une fois, un personnage extrêmement apprécié par une grande majorité de joueurs, parfois même plus que Cloud. C'est pas mon cas, calmez-vous, j'aime les 2 de tout mon petit cœur et je sais pertinemment qui est le héros et le personnage principal de FF7. Et c'est pas Zack. Ça n'empêche, tu fais pas revenir un personnage de cette trempe pour en faire un torchon. Mieux vaut encore le laisser où il était. Faire revenir Zack, nous le montrer constamment en train de chercher à aider Aerys pour finir par nous dire « Oui, mais non, en fait, on s'en fout ». Ça n'a aucun sens. Je vais rappeler un truc qui peut paraître un peu con dit comme ça, hein, mais les développeurs aiment les personnages qu'ils ont créés.
Et je crois pas qu'ils s'amusent à les rouler dans la boue pour le plaisir d'une minorité de fans qui ne les aiment pas. Un autre élément qui, à mon sens, vient largement s'opposer à l'idée que Zack ne soit qu'un personnage fonction ou qu'on ne puisse pas savoir pourquoi il a été ramené dans le scénario, c'est qu'il y a une construction qui est en train de se faire au niveau des interactions avec Sephiroth. Et à mon sens, la mise en scène de Rebirth nous raconte comment Zack vient contrecarrer directement les plans de Sephiroth. Si, je dis bien si, à la fin de Remake, Aeris a invoqué Zack en réaction aux actions de Sephiroth, actions qu'à ce moment elle semble connaître et comprendre, ça signifie que sa réponse pour contrecarrer les plans de Sephiroth, c'est Zack. On pourrait donc penser que Zack a les moyens de venir contrecarrer les plans de Sephiroth. Comment, me direz-vous ? Eh bien, on va analyser les choses très simplement en se basant sur tout ce qui nous a été donné dans le jeu, et vous allez voir que ça va pas être plus compliqué que faire 1 + 1 = 2. Quels sont les 2 éléments qui nous sont donnés sur les intentions de Sephiroth ? Je parle pas de connaître son but ultime, sa pensée profonde, ni même de savoir si c'est Sephiroth ou Jenova qui est derrière tout ça, parce qu'on n'a pas de réponse claire, et c'est fait exprès. Mais on a eu 2 éléments qui reviennent régulièrement dans les explications et dont on est certain. Le premier, c'est que Sephiroth veut utiliser l'énergie négative. La colère, la tristesse, tous ces trucs-là. Sephiroth, Jenova, les 2 mon capitaine. Encore une fois, je vais me permettre d'employer le terme Sephinova par simplicité, car on voit cet élément dans les interactions de Sephiroth et les interactions de Glenova. Deuxième chose dont on est certain, la fusion des mondes. Réunion. Quand les mondes s'entremêlent et qu'ils fusionnent, des torrents de tristesse et de colère affluent, fortifiant ainsi la planète. Du coup, à quoi il sert Zack là-dedans ? Eh bien, en dehors de ses implications avec Aeris, que fait Zack dans Rebirth ? Comme l'a très bien expliqué Mr. T dans sa super vidéo que je suis sûre que vous avez déjà tous vue, sinon le lien sera en description, mais on va le reciter parce que comme je suis très beaucoup d'accord avec lui sur pas mal de points, on va énormément se recouper. Il incarne l'espoir, il n'abandonne jamais. Donc déjà, les énergies négatives. Qui sont les 2 personnages que l'on ne voit jamais céder à la négativité ? Ne jamais se laisser envahir par la colère, le ressentiment, la peur, la rancœur, la jalousie. Aeris et Zack. Ça ne veut pas dire qu'ils ne ressentent pas ces émotions, mais ils ne se laissent jamais envahir par elles. En somme, ils ont tous les 2 un état d'esprit qui est suffisamment pur pour être quasiment immunisés à la négativité. Est-ce que du coup, c'est pas l'exacte antithèse des plans de Sephiroth qui vise à augmenter cette négativité ? Aeris purifie les âmes et Zack redonne de l'espoir à ceux qui n'en ont plus. Biggs, Elmira, Marlène. Et la deuxième chose qu'on voit Zack faire, sans mauvais jeu de mots, dans ses reflets, comme on l'a dit, il n'abandonne jamais. Il incarne l'espoir dans le sens psychologique, mais aussi dans le sens concret, celui de la pugnacité. Il ne lâche jamais l'affaire. Et c'est pour ça qu'on a la présence de Biggs, au moins en partie. Il y a un contraste entre Biggs qui ne sait pas ce qu'il fait là et qui se limite à ça. Je sais pas ce que je fais là, je sais pas pourquoi je suis là, pourquoi c'est moi qui ai survécu et pas quelqu'un d'autre et gna gna gna. Et Zack qui répond, eh ben c'est pas grave, t'es là, tu peux faire quelque chose. Boum, ça vient de Zack. Ensuite, il décide de faire quelque chose et ça marche pas. Et ben voilà, j'ai fait de la merde et je laisse tomber. Et c'est pour ça que Biggs meurt à la fin d'une balle dans la tête et qu'on ne le reverra plus, lui, par la suite. Parce qu'il a abandonné l'espoir. Il a cédé à cette négativité. Zack, lui, il n'abandonne absolument jamais. Même quand il perd, c'est lui qui l'a décidé. Et du coup, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait des choix. Il meurt et il revient et il fait un choix. Il meurt et il revient et il fait un autre choix. Et il crée des mondes. À chaque fois qu'il fait un choix, il crée un reflet. Zack est un créateur de reflets. Est-ce que c'est pas l'exacte antithèse de ce que cherche à faire Sephinova quand elle essaye de réunir et de détruire les mondes pour les rassembler en un seul ? En fait,
Zack ne fait que l'exact opposé de tout ce qu'essayent de mettre en place Sephiroth et Genova. Ils veulent apporter le désespoir, Aerys a invoqué un type qui est littéralement immunisé contre le désespoir. Ils veulent apporter l'unification et la destruction, Zack n'arrête pas de créer des reflets multiples. Et je vois pas pourquoi ça nous serait montré d'une manière inutile ou juste utilitaire. Là, Zack, pour moi, c'est pas juste un personnage fonction. C'est un personnage qui raconte quelque chose, qui a un rôle dans l'histoire, qui sont en train de préparer et qui incarne une opposition directe dans les plans des antagonistes. Et si on envisage toujours les reflets comme des émanations de la pensée des gens dont ils représentent les espoirs, les rêves, les souvenirs, et si t'es pas la moitié d'un pignouf, tu la vois la métaphore entre un symbole de la pensée unique et dictatoriale qui est imposée par la force, par un seul être, et quelqu'un qui symbolise la liberté de penser, d'agir, d'espérer comme il l'entend. Est-ce que ça, c'est du personnage fonction ? Ou est-ce que c'est un personnage qui nous raconte des petits trucs philosophiques à un niveau métaphorique approfondi ? Est-ce que ce Zack-là, il incarne pas de manière symbolique le droit à la liberté d'expression, le droit à la foi, le droit à la vie individuelle et à la diversité, le droit de penser différemment, le droit de faire des choix, d'hésiter, le droit de se planter, le droit de tout recommencer. Et il en est qui affirment que Sephiroth s'en fout de Zack. Aerys s'en fout de Zack, Cloud s'en fout de Zack, Sephiroth s'en fout de Zack. Franchement, c'est à se demander pourquoi on l'a fait revenir si tout le monde s'en fout. Oui, je parle de toi, Cal. Eh ben, je suis pas certaine qu'ils s'en foutent tant que ça. Quand Zack et Sephiroth se croisent dans l'église, Sephiroth passe devant Zack comme si son père était vitrier et après il le jarte comme une merde. On est d'accord. Sauf que Zack, il va revenir et il aide Cloud à lui botter le cul. Donc Sephiroth le rebalance. Sauf que le gars lui casse tellement les coronesses que pour se débarrasser du mec qui refuse d'abandonner et qui refuse de disparaître, il est obligé de l'envoyer dans un monde à 2 doigts de la destruction, dans lequel le météore est en train de s'écraser sur la planète et qu'il n'y a absolument rien pour l'arrêter. Donc, ce monde va mourir. Et pour être sûr de sûr, il envoie ses fileurs lui balancer un boss géant. Et même là, alors qu'il comprend même pas ce qui lui arrive, Zack arrive quand même à s'en sortir. Même là, il n'abandonne pas. Quand Sephiroth dit à Aerys « Je t'ai sous-estimé », il parle de quoi ? Certainement pas du sacre qui ne s'est pas enclenché. Alors qu'est-ce qu'elle a fait à Aerys pendant la fusion des mondes qui l'emmerde à ce point ? Bon, elle refuse de mourir définitivement et ça déjà c'est chiant. Ensuite, elle a repeint les murs en blanc et visiblement elle a entrepris une opération de nettoyage de sa marée noire dans le livestream. Et ça aussi c'est chiant. Mais sinon elle a fait quoi ? Eh ben elle a fait ça. Et elle a fait ça. Alors peut-être que Sephiroth s'en fout de Zack à la base, mais à force que le type repop à l'envie et qu'il l'ait tout le temps dans les pattes pour contrecarrer ses plans, il va peut-être, je dis bien peut-être, un peu moins s'en foutre à l'arrivée. Et dernier petit point, tout ce que j'ai mentionné autour de Zack, vous aurez remarqué que ça ne concerne que ce qui se passe dans le live stream, sous-entendu dans les reflets. Le fait que Zack puisse intégrer le monde principal est une possibilité que l'on ne peut pas mettre de côté. Moi aussi, je me suis posé cette question, et c'est vrai qu'on a envie d'avoir des théories de fous furieux avec Zack. Moi, je me rappelle à la fin de Remake, quand les gens s'imaginaient qu'à la mort d'Aerys, Cloud allait se faire manipuler par Sephiroth et qu'on aurait un combat fratricide avec Zack qui tenterait de protéger Aerys et tout. C'est vrai que dans l'idée, c'est plutôt cool. Mais encore une fois, si on s'en tient à une analyse qui n'est pas spéculative, parce que la spéculation nous permet d'imaginer tout ce qu'on veut. Mais c'est pas ce que j'essaye de faire ici. Ah, moi, je pète l'ambiance. Je suis pas là pour vous faire rêver, les gars. Ici, on est raisonnable et chiant. Oui, monsieur. Moi, vous me connaissez, je suis une casseuse de délire, puisque je ramène toujours tout au jeu d'origine. Mais pour qu'une théorie me convienne et que je la valide, il faut qu'elle soit techniquement possible, mais alors jusqu'au bout. Et aussi, il faut qu'elle raconte quelque chose, qu'elle soit porteuse de sens et qu'elle soit en cohérence avec l'esprit du jeu. Si c'est juste pour dire on change parce que comme ça change et c'est cool, pour moi, c'est pas suffisant. C'est là, pour moi, qu'on en fait un personnage fonction. Donc, cette histoire d'avoir Zack qui revient dans la trame principale, on peut l'imaginer avec la scène de fin de Rebirth, puisque dans l'église, les fleurs sont complètement fleuries, ce qui n'était pas le cas dans les mondes mourants. Mais ça peut vouloir dire symboliquement que Zack redonne de l'espoir, puisque les fleurs sont aussi symboles d'espoir, de la vie qui revient.
Après, ça peut aussi vouloir dire qu'il est arrivé dans un reflet. Pour le coup, le monde principal où les fleurs sont toujours fleuries. Mais ça suffit pas. Première question. Ramener Zack dans le monde réel, pourquoi faire? Comment on l'inclut dans l'histoire? Moi, je vois qu'une seule possibilité. Ça serait qu'il rejoigne le groupe des protagonistes. Je le vois pas aider ses anciens collègues de la Shinra, ni Sephiroth ou Genova. Eh ben déjà, j'ai un problème technique avec ça. C'est pas techniquement impossible qu'il arrive dans le monde réel puisque les mondes s'entremêlent, etc., etc. Même si, en vérité, on n'a encore jamais, de manière certaine, vu quelqu'un, hormis peut-être Sephiroth, revenir du livestream directement dans le monde des vivants. Pour moi, la Aerys de fin, je vous le rappelle, n'est pas la vraie Aerys, et les moments où elle se réveille de sa mort pour parler à Cloud sont des moments où on assiste à un croisement intermonde. On est en plein pendant la fusion des mondes et il y a toujours les fileurs blancs ou les reflets arc-en-ciel qui entourent la scène. Ça fait comme une brèche entre le monde où Aerys est morte et le reflet où elle est en vie. Mais c'est pas permanent. Donc, ça peut être possible, mais rien ne nous le garantit. Deuxième problème technique, Zack a atterri dans l'église. Comment il est censé rejoindre le groupe? Il est à des centaines de kilomètres. Il n'a pas d'avion, ni d'aéronef. Il sait même pas où ils sont, et en vérité, pour les 3/4, il sait même pas qu'ils existent. Il connaît vite fait Tiffany Nibelheim, il connaît vite fait Yuffie du Wutai, mais c'est pas à elle qu'il va penser spontanément. Et en aucun cas, il est au courant que Cloud voyage avec des gens à la poursuite de Sephiroth, ni où ils sont, etc. La seule qui a quelques infos, c'est Cissney, et elle est à Gongaga, qui est pas à la porte à côté, et elle sait pas plus que ça où ils sont, ni ce qu'ils font. Quand on laisse Zack à la fin de Rebirth, il a aucune idée de ce qui est en train de se passer dans le monde principal. Il a compris qu'il y a des mondes qui s'entremêlent, il a compris qu'il se trouvait perdu dans un bordel quantique, mais l'histoire du groupe, il la connaît pas. Et encore une fois, dans la logique de dire Rebirth prépare, pose les jalons pour la suite, on ne nous a absolument rien donné qui fasse un lien entre Zack et le reste du groupe, hormis Aerys, j'y reviendrai. Or, il y a un facteur non négligeable selon moi à prendre en compte, le temps de construction narrative. Tu balances pas dans la dernière partie d'une trilogie un truc random que t'as pas au minimum préparé auparavant. Et dernière question, ça sert à quoi en fait de ramener Zack dans le groupe? Oui, moi je pose les questions qui fâchent les gars, mais il faut bien que quelqu'un s'y colle, hein? Alors oui, ça pourrait donner des trucs cool, je dis pas, hein, comme le fameux combat fratricide entre Cloud et Zack qu'on a tous imaginé après Remake. Et encore aujourd'hui, que Cloud et Zack se mettent sur la tronche, ça semble être quelque chose qui est réclamé par pas mal de fans. Mais, je suis pas certaine que ça puisse arriver, quelles que soient les circonstances. Parce que ça signifie qu'il faut qu'il y ait un gagnant et un perdant. Or, les gars, la seule fois où c'est arrivé, c'était dans l'event Collège Foufoufou d'Ever Crisis, et c'est Zack qui gagne. Pas de beaucoup, mais c'est quand même lui. De toute façon, s'il y a un gagnant, n'importe lequel, ça signifie que l'un des deux héros s'en trouvera diminué aux yeux des fans. Et ça, j'y crois pas trop. Ou alors, le combat se termine sur un non-lieu, c'est-à-dire qu'on commence le combat, mais il n'y a pas de finalité. C'est une cinématique qui prend le relais, et on a par exemple Cloud qui revient à la raison avant que l'un des deux ne batte l'autre. Mais du coup, ça sert pas à grand-chose. Et puis lequel on joue? Cloud ou Zack? Il y a tout un tas d'implications par rapport aux héros et à l'image qu'ils vont avoir et au rapport qu'ils vont avoir par rapport aux joueurs, qui me paraît quand même compliqué. Parce que dans tous les cas, ça signifie écorcher l'image d'un des deux personnages. Et je suis pas sûre que Square Enix ait envie de faire ça. Après, ça peut arriver. Mais ça peut arriver dans un reflet. Là où on a déjà vu les deux héros interagir. Il n'y a pas besoin du monde réel pour ça. Mais du coup, à part ça raconte quoi de ramener Zack? Zack, c'est pas un meneur d'hommes. On l'a jamais vu comme ça. Quand il fait la connaissance de Cloud à Modheim, lui, il trace, hein. Il check si tout le monde va bien après le crash, mais après, c'est qui même me suivent, hein. Les trois pimpins qui galèrent 50 mètres derrière, ils s'arrêtent juste pour leur dire Dis donc, ça commence à ramer du cul, là, non? Zack, il fait son job de soldat. Il veut être un héros. Mais il n'y a pas l'âme d'un leader d'équipe. Et quand on le voit insuffler de l'espoir aux jeunes recrues, il est dans son rôle. Il donne de l'espoir, il donne des ailes. Mais on le voit jamais diriger des équipes, des opérations, prendre la tête d'une escouade, etc. Pour moi, c'est pas un aspect de la personnalité de Zack qui a jamais été développé.
Et puis c'est bien beau d'avoir Zack en nouveau leader, mais qu'est-ce qu'on fait de la partie avec Sid ou Tifa? Parce que sous prétexte de vouloir mettre Zack en avant dans cette partie-là, pour moi, on diminue le reste de l'équipe. Parce que dans l'original, quand Tifa s'en va, quand Cloud disparaît, les autres personnages sont obligés de se démerder tout seuls. Mais c'est le moment où justement on se rend compte qu'ils savent faire en fait. Ils n'ont pas besoin de Zack pour retrouver l'espoir, ni pour emmerder la Shinra, ni pour se friter contre des armes. Alors ils le font un peu comme une bande de bras cassés, et franchement je pense que ça va être un peu marrant ce passage-là dans la partie 3, mais il y a quand même un côté « Ok les tourtereaux, faites ce que vous avez à faire et vous pouvez compter sur nous ». C'est con à dire, mais l'équipe n'a pas besoin de Zack. Et inclure Zack à ce moment-là comme un sauveur, ça diminue la valeur de l'équipe, au moment où on pourrait justement pouvoir mettre en avant le reste du groupe et se décentrer du quatuor Cloud, Zack, Aerith, Tifa. Elle, par contre, elle a besoin d'aide. En plus de ça, qu'est-ce qu'il est censé leur apporter, Zack? S'il débarque quand Cloud et Tifa sont hors jeu, à part Yuffie qu'il a connu au Wutai, à quel moment les autres vont se dire « Ex-soldat de la Shinra? Ouais, on prend !» Ça, ils l'ont fait avec Cloud, non sans mal, parce qu'il y avait Tifa comme caution. Ils n'ont jamais entendu parler de Zack. Alors Yuffie peut leur dire « Ah ouais, je le connais, lui, c'est un soldat et je craquais sur lui quand j'étais gosse. » Mais enfin, c'est léger comme CV quand même. Les 3 seules personnes qui connaissent vraiment l'existence de Zack en tant que potentiel allié, c'est Cloud, Tifa, Aerith. Or, si on part du principe que Zack arrive dans l'équipe quand Cloud est hors jeu, il y a strictement personne pour valider le fait que Zack puisse être un allié. Cloud ne se souvient quasiment pas de Zack, ou alors il s'en souvient mal, et quand il en parle qu'avec Tifa, qui garde les choses secrètes, tout comme Aerith. Donc pourquoi est-ce que l'équipe l'accepterait comme ça, boum, parce que ta gueule c'est cool? Et une fois que Cloud revient, Zack, on en fait quoi? Il se jette sur sa lame pour retourner dans les live streams, comme ça il laisse la place aux vrais protagonistes du jeu? Alors ok, j'aurais aimé qu'il puisse revoir Cisné, tout ça. Mais si le but était de nous proposer un what if du genre « et si Zack n'était pas mort, et s'il avait pris la place de Cloud, etc. », bah il aurait fallu l'amener dans Rebirth. Il aurait fallu que ce soit ça que nous montrent les reflets. Pour moi, c'est pas vers ça qu'on va. C'est pas dans la 3e partie qu'il faut mettre ce genre de développement de personnage en place. Je pense que ça fonctionnerait pas. Donc, Zack dans le monde principal, c'est une théorie qui comporte beaucoup de points faibles sur comment c'est possible, qu'est-ce que ça raconte, quel est l'intérêt, et qui n'a connu aucune prémisse dans les jeux précédents. Et comme je peux pas répondre à ces questions, je peux pas faire mienne cette théorie. Mais si vous avez des réponses, évidemment qu'elles m'intéressent beaucoup. Par contre, Zack dans le live stream, il y est déjà. Techniquement, on n'a aucun problème avec ça. Petit détail complémentaire qui est hors jeu, et je ne prends pas les éléments hors jeu pour argent comptant. C'est de l'interprétation, donc ça peut être intéressant à analyser, car on sait que des fois les devs aiment bien mettre des petits indices comme ça un peu partout sur des trucs pour qu'on fasse des liens, mais ça ne veut pas forcément dire que les liens existent toujours réellement. Mais quand on regarde les 2 pochettes de Rebirth, il y a les fameux mondes vivants, symbolisés par une vue de Nibelheim avec des éléments de vie, d'habitation. Les lampadaires, le réacteur où tout a basculé pour Cloud et Tifa, etc. Au milieu, Sephiroth, surmonté d'un orage qui peut symboliser la colère, la destruction, la séparation et la puissance jupitérienne du personnage. Et les mondes mourants, symbolisés par le mont Nibel sans aucun élément d'habitation, aucun signe de vie. Et on sait que les légendes sur le mont Nibel en font un lieu de passage vers le monde des morts. On a Cloud et Tifa qui sont placés dans les mondes vivants, qui sont surmontés d'un ciel étoilé, qui rappelle la nuit de leurs promesses, et Aerith et Zack qui sont placés dans les mondes mourants, qui sont surmontés du fameux ciel qui symbolise la promesse que Zack a fait à Aerith de l'emmener voir un beau ciel. Chaque ciel représente le lien, une promesse qui unit chaque duo de protagonistes. Il est pas mal question de promesses quand même, ma poulette, Bref, on a une équipe qui agit dans les mondes vivants, on a une équipe qui agit dans les mondes mourants, et on a Sephiroth au milieu, à la fois comme élément de séparation, mais qui est aussi pris en étau entre les deux. Et ce que je trouve d'assez mignon d'ailleurs avec la mise en place des personnages, c'est qu'ils regardent tous vers l'extérieur. Et du coup, si tu imaginais l'image comme étant pliée comme un rouleau,
En fait, ils se regardent mutuellement. Tifa regarde vers Aerys et Cloud regarde vers Zack et vice-versa. Et du coup, ça fait plein de connexions entre les personnages. Alors certes, c'est la pochette de Rebirth, c'est pas la pochette de la 3e partie, c'est dommage d'ailleurs. Donc évidemment, l'interprétation que j'en fais peut être totalement erronée. Mais ça peut être vu comme un clin d'œil, et cette image-là, pour moi, symbolise ce qu'on aura dans la 3e partie selon ce que j'analyse avec le contenu que nous avons eu à travers la retrilogie et l'ensemble de la compilation. Selon moi, le rôle de Zack n'est pas d'aller aider l'équipe, mais d'être aux côtés d'Aerys. Et qu'est-ce que ça raconte sur Zack ? Ça raconte des choses qu'on a déjà eues. Ça existe déjà, c'est déjà dans le lore. Avec le livre Ushio Meguro Otome qui raconte ce qui se passe avec Aerys quand elle est morte et comment elle interagit au sein du livestream. Comment elle connecte avec les âmes des personnes qu'elle a connues et qui ne se sont pas fondues dans la rivière de la vie. Comment elle essaye de venir en aide à Cloud et comment elle parvient, depuis la rivière de la vie, à booster le sacre et elle le fait, entre autres, avec l'aide de Zack. Alors, est-ce que ça racontera exactement la même histoire ? Pas sûr. D'ailleurs, on peut noter que Nojima n'a absolument pas évoqué la rencontre entre Aerys et Zack dans la rivière de la vie dans On the Way to a Smile. Rencontre entre Zack et Aerys qui est éclatée au possible dans Ushio Meguro Otome d'ailleurs, donc si c'est pas tout à fait pareil, personnellement, ça me va. Il ne mentionne absolument pas Zack tout court d'ailleurs. Toujours est-il que dans Advent Children, un élément de la compilation dont personne ne remet en question la canonicité cette fois, Aerys et Zack sont ensemble dans le livestream et œuvrent de concert pour ramener Cloud dans le monde des vivants. Et ils n'ont pas l'air de s'être rencontrés hier. Donc, il y a un truc à raconter là-dessus pour moi. Et encore une fois, dans l'idée que la retrilogie permet d'approfondir des choses qui étaient déjà existantes, de montrer des trucs qui n'ont pas forcément été montrés à l'époque, le fait de montrer toute la partie de qu'est-ce que fait Aerys dans le livestream après sa mort et de donner un rôle à Zack là-dedans, ça me semble totalement envisageable, notamment avec cette histoire de sacre qui ne s'est pas enclenchée. Je ne peux pas vous dire exactement comment ça marcherait, donc c'est de la théorie fragile, j'en conviens. C'est juste que si je prends la situation dans le livestream, il y a plusieurs choses en suspens. Le sacre qui ne s'est pas enclenché, le blocage dans la rivière de la vie vers le subconscient de Cloud, comme je l'ai déjà dit, à l'intérieur des reflets, donc au sein du livestream, Zack est un élément qui pour moi met une épine dans le pied de Sephiroth. Il y a toujours cet Aerys qui ne s'est pas réveillé, si ce reflet sert toujours, donc la continuité de ce que Zack a commencé à faire dans Rebirth, et éventuellement protéger Aerys contre Sephiroth au sein du livestream où elle reste dangereuse pour lui. Donc pour moi, il existe plusieurs intrigues dans lesquelles on peut faire intervenir Zack à l'intérieur du livestream, alors qu'à contrario, je vois pas la plus-value de le mettre dans le monde réel au vu du nombre de personnages qui s'en occupent déjà. Vous voulez que je vous fasse faire des bons ? Dans cette scène-là, qui reste en suspens, et si c'était pas Cloud qui se réveillait pour sauver Aerys pendant que Zack tient la chandelle, mais Aerys qui se réveillait après sa mort pour aider à sauver Cloud et le reste du monde avec Zack. Et il va bien falloir qu'on aborde un sujet qui va en fâcher certains. Vous me voyez venir ? Oh oui, vous me voyez venir. On va parler des retrouvailles Zack-Aerys. Y aura-t-il une réunion Zack et Aerys dans la partie 3 ? Encore une fois, je suis une femme simple et on va se baser sur des éléments très simples. On va gentiment revenir sur les apparitions de Zack dans Remake et Rebirth. Fin de Remake. Fin d'Intergrade. Début de Rebirth. Deuxième apparition de Zack. Troisième apparition de Zack. Cinquième apparition de Zack. Cloud se rappelle de Zack. Septième apparition de Zack. Huitième apparition de Zack. Dixième, je crois, apparition de Zack. Dans l'entremonde. Après sa rencontre avec Cloud. Dans le reflet de fin du monde. Dernière apparition de Zack. Là, c'est moi ou les 3/4 des apparitions de Zack dans cette trilogie ont un lien avec... Aerys ! Aerys, Aerys, Aerys ! Aerys. Ah, faut que j'explique. Ben, je sais pas. Est-ce que vraiment vous pensez qu'on a eu tout ce contenu Zack-Aerys pour rien ? Moi, c'est pas possible de me montrer ça,
ou ça, et de me laisser avec ça. Il n'y a pas moyen. Comme dirait moi-même, je vais me fâcher Square Enix, hein. Il y a un moment donné, il faut... Non, respect pour Zach, là. La suite, subtilité niveau 2, la symbolique. On en parle du date ? Oh oui, on va en parler du date. Alors, l'analyse du date, on va s'y attaquer. Donc là, c'est pas scripté, hein. Je suis en roue libre. Là, on va vraiment faire défiler les scènes et puis on va raconter ce qu'on a raconté. Petite précision, du coup, je suis sur la chaîne de Shark pour pouvoir avoir l'enfilade en fait de cette séquence en français qui plus est. Donc merci Shark, c'est sur ces captures de jeu que je vais me baser. Je vais pas commencer directement avec le date, c'est voulu, évidemment. À droite, la tour. Gros plan, hein. Shinra, si Ça je fait demande bon à Hojo... Quand le sage montre le ciel, l'imbécile regarde le doigt. Donc on a tous regardé le doigt de Zach. On est d'accord, on a tous regardé son bras qui pointe. Et qu'est-ce qu'on voit sur le bras qui pointe ? On voit le ruban d'Iris. Peut-être qu'il pourra soigner Cloud. À gauche, le réacteur numéro... Ils insistent bien, hein, quand même. Hein. Je peux stopper Biggs. Et on insiste encore bien, au cas où tu l'aurais pas vu. Hein. L'empêcher de commettre cette folie. Voilà, on est sûr qu'on l'a bien vu, hein, le ruban. Hein. Manquait plus que ça. Donc là, déjà, on a un souvenir de Zach qui, en regardant le ruban d'Iris, se rappelle ce moment-là. Et la première chose qu'on voit, c'est qu'il a la confirmation que c'est Sephiroth qui en veut à sa meuf. Je dis ça, je dis rien, mais si on nous montre ça, je pense que ce n'est pas complètement anodin dans l'idée que j'ai glissée que peut-être il peut y avoir un lien sur le fait que Zach ait envie de protéger Iris par rapport à Sephiroth. Maintenant, on va passer à la scène qui a brisé le cœur de certaines personnes, qui a sûrement réjoui certaines personnes, mais qui a brisé le cœur de certains, dont le mien. J'aimerais que tu me dises autre chose. À ton avis, est-ce qu'Iris est amoureuse de Cloud? Ah, il dit carrément amoureuse en français. J'ai joué en anglais, alors il le dit pas de manière aussi ouverte. Pouah. Oh, ça va faire encore plus mal. Oh my god. Sûrement. Ah, elle dit sûrement. Bon. Ah, en vrai, elle craque un peu sur lui. Hein. On va pas se mentir. Hein. On le sait. Hein. Je vois. Eh ben, ça c'est une nouvelle. Ah, comment il prend ça comme un putain de bonhomme, quoi. C'est horrible. C'est horrible. Donc là, les gens qui veulent pas que Zach existe, les gens qui se disent « Ah là là, bah tu vois, on voit bien qu'elle s'en fout, on a la confirmation que, nanani nana », ils ont poussé des cris de victoire. Moi, mon cœur, il a explosé en 1000 morceaux. Mais je vous montre ça volontairement, hein, parce qu'on va en rediscuter quand même de ça. T'es jaloux? Comment on a envie de la tarter, Marlène, quand elle dit ça. Elle a beau avoir 4 ans. Là, t'as eu envie de la... On va en reparler de ce petit mouvement de caméra. En tout cas, il y a un focus sur la matière blanche, mais il y a aussi un focus sur le ruban. Le ruban qu'il a quand même décidé d'attacher à son poignet. Quel homme. Franchement, même dans la défaite, il est beau, Zach. Hein. Il est grave beau. Hein. Cloud. Tiens bon. Il parle même pas d'Iris, il parle de Cloud en plus. Donc le mec, il se tartine pour aller sauver les deux, quoi. Moi, c'est vraiment le moment où je me suis dit, non mais Zach, je pourrais me faire tatouer son nom sur mon cœur, hein, franchement. Bon voilà, donc là on est au moment où les gens, il y en a qui sont tout contents et il y en a comme moi qui sont supra dépités. Maintenant on attaque le date.
Voilà, donc là, le date va commencer. Ils sont sortis de la maison d'Elmira et ils vont arriver, du coup, dans le marché du secteur 5 pour aller faire des petites emplettes. On va compter, les gens, le nombre de secondes qu'on va mettre avant de penser Zach à ce moment-là. 20. Alors, pour les plus rapides du bulbe qui ont joué à Crisis Core, 20 secondes. Après le début du rencard, tu te dis « Ah, tiens, ça me rappelle quelque chose ». Tu veux bien m'acheter un truc? 22 secondes pour les gens qui ont mis un petit peu plus de temps, peut-être. Tu veux pas? Mais si, il veut bien. C'est juste qu'il est timide, c'est tout. 買い物に来たかったのか？じゃあ、やめる。嘘、いいって。好きなだけ見ろよ。 Alors, qu'est-ce que tu veux? C'est à toi de choisir. じゃあ、これがいいな。わかった。買ってくる。ちょっと待ってて。 Aéris, t'es bizarre. Tu m'achètes un truc? C'est à toi de choisir. Je suis trop contente d'être avec toi. Qu'est-ce que t'as? T'es bizarre. Bim, première fois d'une longue série. Non. Bonjour, j'ai 4 ans dans ma tête. Non, vraiment, t'es bizarre. Qu'est-ce que t'as? Vous, mademoiselle, je crois que ceci vous irait bien. Le truc pour mettre dans les cheveux. Alors, pour ceux qui n'ont pas joué à Crisis Core, Aéris a déjà un truc dans les cheveux, les gars. Et on sait d'où il vient. D'ailleurs, au cas où t'aurais pas compris, il y en a qu'un seul qui sort un peu du lot. Il est légèrement rosé et il a plein de fleurs. Tu vois, enroulées dessus. Des fleurs, des retrouvailles, tout ça. Au cas où t'aurais pas compris la ref, tu vois. Merci, mais Là, c'est vraiment pour les gens qui sont très lents et qui n'ont pas je compris la préfère que ref. Cloud choisisse pour moi. Vous avez choisi ça? Ah bah non. Non, en fait, t'auras pas ça. Alors ça, j'ai déjà analysé un certain degré par rapport à la mort d'Aéris. Parce que oui, dans ma vidéo sur la mort d'Aéris, j'ai analysé la scène du rencard en mettant des blagounettes. Mais derrière les blagounettes, l'analyse, elle est legit. Hein. J'analysais vraiment la scène, hein, même si j'ai raconté des conneries en même temps. Ah, celui-là. Je suis vraiment navré. À la place, je vous donne ça. Et là, on a un truc, comme j'ai dit dans la vidéo sur la mort d'Aéris, avec des fleurs jaunes, donc les fleurs des retrouvailles. Vous avez vu la gueule de Cloud? Faites pas cette tête-là. En plus, il est parfait, le cadeau. C'est un vrai beau cadeau pour elle, en fait. C'est juste que... Pourquoi Cloud, il fait la gueule, en fait, à ce moment-là? C'est bien aussi, ça. Ça me fera un souvenir. Ça me fera un souvenir. Quand tu sais ce qui va se passer après, ça pique un peu quand elle dit ça. N'importe quoi. Pourquoi il est deg? Ça lui plaît. Parce que c'est pas lui qui a choisi. Si ça avait été Zach, les gens, Zach, il aurait dit du moment que t'es contente. Moi, ça me va, hein. Et lui, il fait la gueule. Et c'est pas ce qu'il voulait. Ça raconte quand même quelque chose. Et petit aparté sur la broche. Alors, je vous le dis, il y a, pour moi, une symbolique Cloud Aéris. Indéniable, que j'enlève pas du tout. Mais les fleurs des retrouvailles, avec qui on va les voir à la fin du jeu. Et les fleurs, de manière générale, d'Aéris, quand vous avez joué à Crisis Core, alors, encore une fois, hein, tout le monde n'a pas joué à Crisis Core, mais Square Enix vous a quand même largement donné les moyens, les gars, de le faire. Hein. Donc, et puis de toute façon, avec YouTube, vous pouvez aller voir le film du jeu quand vous voulez. La symbolique des fleurs avec Aéris, qui tombe dans ses fleurs pour la première fois, qui lui propose de devenir marchande de fleurs,
qui lui construit pas un, pas deux, mais éventuellement 3 chariots pour qu'elle puisse vendre des fleurs, qui l'accompagne la première fois qu'elle vend les fleurs parce qu'elle a trop la trouille, qui va passer son temps à suivre les pétales à la fin du jeu, qui atterrit à côté des fleurs d'Aerys à la fin du jeu. Je lui dis ça, je dis rien. On a perdu des gens là, je sens qu'on perd des gens là. Hein. Mais est-ce que cette broche ne parle que de Cloud ? Je pose la question, hein. Je fais que poser la question. Ça, je l'enlève pas, hein. Le fait qu'elle lui prend la main, il dit pas non, on sent qu'il est un peu content. Me faites pas dire ce que je dis pas, hein. J'enlève pas ça. Hein. Là, on est devant des friandises. On est devant quelque chose qui est doux, qui est sucré, qui est censé symboliser le plaisir, la douceur. Voilà, en général, les bonbons, c'est un truc qu'on aime bien, c'est un truc qu'on mange pour se faire plaisir. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Vas-y donc pour moi. Ok. Donc là, ils goûtent les créations que la mamie leur propose à la place, encore une fois, des trucs qu'ils ont choisis. À chaque fois qu'ils choisissent un truc, ils n'ont jamais ce qu'ils veulent. Hein. Allez, goûtez pour voir. Ça fait tellement trop de bien de voir Cloud comme ça. Ce moment m'a fait chier de ouf et je m'en suis pas cachée. Hein, mais quand je reviens dessus, j'aime tellement voir Cloud comme ça. Alors, les réactions des deux par rapport aux bonbons. C'est hein. pas bon. C'est pas bon. C'est-à-dire que là, t'as Iris. J'ai voulu expérimenter pensant que ce serait ma dernière recette. Mais J'ai voulu expérimenter pensant que ce serait ma dernière recette. J'ai voulu vivre un dernier moment. il faut croire que c'est raté. À mon avis, ça manque de sucre. Iris qui s'accroche aux branches. Non, mais t'inquiète pas, c'est pas si mal. Il manque juste un petit truc, hein. Il manque juste un petit truc. C'est pas le seul. Et là, t'as Cloud qui y va à fond de balle. Hein. problème. Alors lui... Pourquoi est-ce que ça pique la langue comme ça? Ah non, c'est dégueulasse, ça pique, ça fait pas du bien, c'est pas agréable du tout, quoi. Bim! Je précise qu'on est sur un niveau de lecture symbolique, d'accord ? Je parle pas du niveau de lecture que tout le monde a perçu, le premier degré de ils flirtent, ils sont en rencard, ils se prennent la main, ils sont contents, ils sourient. Je parle du sous-texte, hein, évidemment. Hein. Eh bien, vous n'êtes pas au bout de vos peines. Ah bah ça non. Mais bon, il ne nous reste plus beaucoup de temps. Et au cas où tu penserais pas assez à Zach en voyant tout ça, qu'est-ce que le jeu fait ? Il te montre constamment Zach en tranche napolitaine entre les moments de rencard, en fait. J'ai simplement demandé à rencontrer le professeur Ojo. Qu'est-ce qui me vaut ce comité d'accueil? Donc là, je vais passer cette scène-là parce qu'encore une fois, c'est juste l'idée que Cloud Aerys, Zach. Cloud Aerys, Zach. Alors, ça m'a franchement agacé la première fois. Ah, je vais laisser tourner sans le son. Ça m'a franchement agacé la première fois que j'ai vu ça. C'était, mais pourquoi il nous montre Zach avec les deux loulous à côté ? Est-ce que vraiment c'est juste pour montrer Zach se faire rouler dans la boue pendant que sa meuf roucoule avec un autre gars ? Bon, il y en a qui vont dire, bah oui, c'est ça. Franchement, faire revenir Zach, juste pour te dire, regardez comment il sert à rien, regardez comment elle l'a remplacé. Il était mort ! Il était mort, il n'y avait pas besoin de ramener Zach pour valoriser Cloud et Aerys. Et en quoi ça valorise le moment Cloud et Aerys de te montrer constamment Zach à ce moment-là. Tu les vois tous les deux et tu penses tout le temps à Zach. D'ailleurs, c'est rigolo, on dirait qu'il a le ruban d'Aerys dans les cheveux là. Si vraiment ce moment ne parlait que, disons-le franchement, de la romance Cloud-Aerys, je dis pas qu'il n'en parle pas. Ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je dis que s'il ne parlait que de ça, alors selon moi, pour que ça marche, il aurait fallu qu'on ait quelque chose qui ne parle que de Cloud et Aerys. Et pas qui nous parle de quelque chose qui nous rappelle constamment Zach et qu'on nous l'entremette avec des scènes qui rappellent constamment Zach.
Et désolé, j'ai encore mis sur pause, mais parce que j'arrive pas à me concentrer quand je regarde les images en même temps. Il La ne photo. peut plus que disparaître. Voilà, encore une fois, hein, ça se fait des sourires, ça se prend la main. Je n'enlève absolument pas le côté flirty de la scène. D'ailleurs, si vous le savez, si vous avez déjà été dans des chats sur les lives de Cal avec moi, vous savez très bien que je suis la première à me positionner en disant, quand les gens disent « Oui, mais Cloud et Aerys, c'est que des potes moi, je fais pas ça avec un pote. Hein. » Alors, ok, c'est pas du roulage de pelle, c'est pas... Mais bon, c'est quand même un peu plus borderline qu'une simple amitié. On va pas se mytho non plus. Hein. Ou les gens qui disent on dirait un frère et sa sœur. Moi, quand je vais faire du shopping avec mon frangin, on se tient pas la main en se faisant des sourires comme ça. Je sais pas quelle relation vous avez avec vos frangins et frangines. Mais moi, je me comporte pas comme ça. Bon, alors la photo, pipi, Plus on en a papa. aucune. C'est pas vrai, vous avez un selfie que j'adore beaucoup trop, qui est absolument trop mignon. Donc c'est pas vrai que t'as pas de photo, t'es une mytho. Comment je fais, moi? D'ailleurs, c'est QFD, hein, mais si un jour ils font un remaster de Advent Children, mais j'aimerais tellement trop que la photo du selfie entre Cloud et Aerys, elle soit sur son bureau à la fin. Parce que en vrai, quand on regarde la scène de fin... Oh putain, je suis partie en causerie là. Ah, vous voyez, quand je scripte pas, je vous raconte n'importe quoi et je pars en couille, c'est pas possible. Bon, bref, c'est pas grave, on va aller au bout. À la fin d'Advent Children, il y a une photo de tout le groupe sur laquelle, évidemment, Aerys n'est pas. Il y a la photo de la famille de Cloud. Il y a les fleurs qui sont sur la tombe de Zack. Il y a aucune référence à Aerys sur ce bureau. Mais je sais pas, ils auraient quand même au moins pu mettre la fleur d'Aerys. Elle apparaît pas du tout. Mais c'est trop triste, en fait. je ne comprends pas cet oubli. Pourquoi ils ont pas mis de symbolique d'Aerys sur le bureau? Je sais pas. Donc moi j'aimerais bien, j'adorerais voir ce selfie que je trouve beaucoup trop mignon. J'aime beaucoup trop la tête qu'ils ont dessus sur le bureau de Cloud à la fin d'Advent Children en fait. Je sais, faites tous une pause en couple. Bon voilà, la pause, nanana, voilà, hop. Biggs. Rezac. Bon là par contre, c'est la partie où il a enlevé son ruban. Voilà, là il est plus en train de vouloir aider Cloud et Aerys, il a fait un autre choix. Et je rappelle quand même, parce que le troisième choix, c'est il hésite. Donc là, il sait pas. Donc on a l'impression que plus on avance, et moins il se préoccupe d'Aerys. Je vous rappelle juste que quand il rejoint enfin Cloud, la première chose qu'il lui dit, c'est « Je sais pas si je pourrais te pardonner ». Donc il fait quand même un petit peu référence au fait qu'il a eu l'impression qu'il lui a un peu piqué sa meuf. Et la dernière chose qu'il lui dit, c'est « Sauve Aerys ». Donc il n'en a pas complètement rien à foutre, même malgré ces scènes-là. Ouais. Et on est reparti sur le date. Non mais s'il vous plaît, cette mise en scène. On vient de voir Biggs crever, on vient de voir Zack se suicider quasiment, et là tout à coup, hop, les tourtereaux. Me dites pas que cette mise en scène n'est pas faite exprès. Disons que ça manquait un peu de passion. Et la demoiselle est triste. Mais pas du tout, qu'est-ce que vous racontez? Non, mais pas du tout. Je suis complètement... Ça me fait rire. Bah oui, là, il y a quand même un petit clin d'œil, encore une fois, sur le fait qu'il manque un truc. Il manque un truc comme dans les bonbons, il manque un truc comme dans la faute. Il y a quelque chose qui est déconnant. Et quand il dit la demoiselle est triste, évidemment, on sait aussi pourquoi elle tenait à avoir ce moment-là, quoi. Faut profiter de... Donc c'est un moment qui est beau, qui est joyeux entre Cloud et Aerys, mais il y a constamment quelque chose qui fait que ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Chaque instant. Bye. Et on est tout le temps en train de te ramener Zack à l'esprit. Et là, c'est le moment où clairement, là, moi, ça m'a achevé. Faut qu'on parle d'abord. Cloud qui est toujours... c'est mignon ton rencard, mais il y a quelque chose qui va pas. Hein. Cloud qui est tout le temps dans l'état d'esprit de... Il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui va pas. Tout passe. Bon, dadadi, dadada. Allons à notre endroit. Allons à notre endroit. Leur endroit. À quel moment les gens, l'église, c'est l'endroit de Cloud et d'Aerys? Le seul moment où il s'est passé quelque chose dans l'église, c'est quand ils se sont rencontrés. Alors vous allez me dire, c'est un moment symbolique et c'est un moment important.
D'ailleurs, ils se sont rencontrés d'abord dans la rue quand elle lui a donné la fleur, mais c'est là où ils se retrouvent, on va dire. D'ailleurs, c'est rigolo, les fleurs, les retrouvailles, boum, ils tombent au milieu des fleurs et c'est là qu'ils se retrouvent. Symbole, tout ça. Mais à ce moment-là, de la bouche même d'Aerys, pendant le rencard au Gold Saucer, donc le moment, quand on suit la romance Cloud-Aerys, machin, tout ça, c'est le moment. Elle avoue elle-même qu'au début, ce qui l'a interpellé chez Cloud, c'est sa ressemblance avec Zack. Donc le seul moment qu'ils ont passé dans l'église, c'est un moment où, là on est dans la période où Aerys était attiré par Cloud à cause de sa ressemblance avec Zack. Et si vous avez joué à Crisis Core, des moments par contre où il se passe des trucs dans l'église, dans la relation Aerys-Zack, il y en a des chiés. En fait, quasiment tout se passe dans l'église. Le moment où elle le console, le moment où ils font le chariot, le moment où elle lui fait sa liste avec les caprices, le moment où il y a le chien qui va protéger Aerys. Alors, c'est Brianna White qui double en fait le personnage d'Aerys en anglais, qui a donné une explication que je trouve très intéressante, et qui est que comme la seule histoire d'amour en fait qu'Aerys a connue, c'est avec Zack, quand elle entre en relation avec Cloud, elle recopie en fait ce qu'elle a eu, ce qu'elle a vécu avec Zack, parce que c'est ça qu'elle a connu. Moi je veux bien, hein, mais l'église, quand je dis je veux bien, ça veut pas dire je veux bien, je m'en fous. C'est intéressant comme perspective. Et ça peut aussi, je l'ai dit dans la vidéo sur Aerys, expliquer le pourquoi est-ce que la scène ressemble autant à ce qu'elle a connu avec Zack. Mais franchement, encore une fois, hein, si vous m'avez déjà vu interagir dans les lives sur Cal, dans le chat et tout, je suis quand même une défenseuse acharnée de... Aerys, elle apprécie Cloud pour Cloud, et pas que avec sa ressemblance avec Zack. C'est le cas au début, pour moi ça l'est beaucoup moins à la fin. Mais le moment qui m'a fait le plus douter de ça, à contrario, paradoxalement, c'est ce moment-là, c'est ce date. Parce que ça hurle tellement Zack de bout en bout, et là, mais c'est mastoc. Notre endroit, quand tu fais le compte de tous les moments symboliques importants, en fait tous les moments de la romance Zack Aerys ont lieu dans l'église. En quoi c'est l'endroit de Aerys et Cloud? Ils auraient pu choisir autre chose. Alors après, ça c'est moi qui parle. Vous allez me dire, ah nanana, mais moi je sais même pas où ils sont censés avoir un endroit symbolique. Avec Tifa, tu me demandes un endroit symbolique, je te le donne. Hein. Bim, hop, voilà, la promesse, le château d'eau à Nibelheim, il n'y a pas de souci. Avec Aerys, je sais pas. Donc qu'est-ce qu'elle aurait pu proposer d'autre? Mais si elle avait dit c'est mon endroit, là j'aurais dit ok. Parce qu'en plus, l'endroit, pour moi, l'église, ça symbolise l'intimité. La psyché intime, en fait, d'Aerys, c'est son lieu à elle. C'est un lieu qui lui ressemble de bout en bout. Il y a la spiritualité, il y a le côté la prière, il y a les fleurs. Tout cet endroit respire Aerys. Donc, si elle lui avait dit, on va dans mon endroit, je t'invite dans mon intimité profonde. Là, j'aurais dit, ça parle de Cloud et Aerys, et ça peut être romantique ou pas, mais en tout cas, il y a une... Parce que, encore une fois, on va essayer de pas s'emmerder avec de se perdre dans ces histoires de romance, et on va parler de relations fortes, mais en tout cas là il y avait un appel à une affection, à un attachement profond, un peu comme quand Cloud laisse entrer Tifa dans sa psyché dans le live stream. C'est très puissant de laisser quelqu'un rentrer dans ton intimité profonde. Si ça avait été formulé comme ça, j'aurais dit ok, mais quand elle dit c'est notre endroit, pour moi en aucun cas c'est son endroit avec Cloud, c'est son endroit avec Zack. Et la preuve? D'accord. Où ça? Il sait pas où c'est! Même lui, il voit pas! On va dans notre endroit, le mec sait même pas où c'est, s'il vous plaît! Me dites pas qu'il y a pas quelque chose de gravement déconnant à ce moment-là! Le gars ne sait même pas de quoi elle parle! Tu t'en souviens pas? Et elle est deg! Bah ouais! Bah tu t'en souviens pas? Bah non, on s'en souvient pas parce que ça n'est pas votre endroit, mais pas du tout.
Regarde la gueule qui tire, quoi. Le mec, il arrête pas de soupirer en mode « Ah non, là, je vois vraiment pas. » Non, mais merde, quoi. Je veux dire, si tu veux vraiment nous faire une scène qui ne parle que... qui est soi-disant la scène qui va tout péter, ouais, Cloud Aerys à fond, tu la gaules pas comme ça. Tu la gaules pas comme ça. Un endroit que j'adore, très reposant. Là, je suis d'accord. Un endroit que toi, tu adores. Un endroit qui te ressemble, oui. Allez, c'est un bon indice, non? Toi, elle est obligée de lui faire des devinettes pour que le gars devine. Moi, je sais pas vous, mais moi, voilà quoi. Qui est-ce qu'on voit devant l'endroit en question 3 secondes après? C'est Zach. Ne me dites pas que c'est pas fait exprès. La mise en scène, les gars, c'est pas du hasard, hein. Ils ont dû payer des gens pour mettre en scène ces trucs-là, pour les penser, pour les doubler, pour les dessiner, pour les filmer, pour les écrire. C'est pas du hasard. Je suis désolée. Alors effectivement, il y a l'arrivée de Sephiroth qui va rentrer dans l'église et ça fait un lien avec la scène à côté. Mais pourquoi Zach? Non. Le hasard n'existe pas. Le hasard n'existe pas en termes de mise en scène, les mecs, hein, pas dans un jeu. Hein. Les fleurs des retrouvailles. Cette scène-là, je vais pas en parler parce que pour moi, cette scène-là, elle parle véritablement de Cloud et Aerys. Là, il n'y a plus de micmac avec Zach, etc. En fait, Zach, il a suivi les pétales. Il est parti faire son chemin vers... Voilà, aux côtés d'Aerys, symboliquement, je veux dire. Donc, ça y est, on a fini cet arc-là. Pour moi, ce moment-là, qui est très beau et qui, pour moi, est beaucoup plus fort émotionnellement sur la relation Cloud-Aerys que tout le tralala de date complètement foireux là qu'on a vu avant. Pour moi, ce moment-là, il parle vraiment d'eux. Donc, je vais arrêter l'analyse du date ici. Je vais juste finir en disant que... Alors, c'est quelque chose que j'ai pas encore pu tester parce que j'ai prêté le jeu à mon frangin et je l'ai pas encore récupéré. Et puis parce que la scène du date, elle est toute à la fin d'un chapitre. Alors, avant d'y revenir, ça va être long et chiant. Mais quand vous faites le jeu en New Game Plus et que vous enlevez les scènes avec Zach, apparemment, cette scène du date, elle saute. Et en fait, dans la construction... narrative, dans le chapitrage en fait du jeu, ce morceau-là fait partie du chapitrage de Zach. Si ça enfonce pas le clou, moi je sais pas ce qu'il faut. Que nous raconte exactement ce date? Pas cette scène-là, encore une fois, hein, pas la scène dans l'église. Hein. Ça c'est Cloud et Aerys et ça montre des choses sur Cloud et Aerys. Mais que nous raconte ce date? En surface, il nous parle de Cloud et Aerys. Pour moi, en sous-texte, il parle constamment de Zach. Et ça, c'est pas pour rien. Je vais juste revenir aussi sur cette scène-là, le fait que Zach, il a plus le bandeau d'Aerys. Et il sait pas qui choisir entre Cloud, Biggs, Aerys. Alors en plus, le fait qu'il mette Biggs sur le même plan que sa meuf, je trouve ça vraiment très bizarre, parce que bon, il aime bien Biggs, hein, mais franchement, il vient de le rencontrer et tout, c'est un peu chelou, quoi. Mais, donc là, on pourrait se dire, ah, tu vois, il commence à se détacher, tout ça. Ok, hein. Mais à la fin de cette scène, en fait, le choix, il est fait, hein. Le choix, il est là, hein. C'est les pétales, vers où il va vers elle, hein. Et la dernière chose qu'il va dire à Cloud après leur rencontre. En route! Cloud! Sauve Aerys! C'est la dernière chose qu'il peut dire à Cloud potentiellement avant d'être séparés. Et ce qui est le plus important pour lui, c'est de lui demander de la sauver. C'est pas l'attitude d'un mec qu'on n'a plus rien à foutre de la gonzesse. Hein. C'est un mec qui a accepté que c'était peut-être pas forcément son rôle, mais c'est certainement pas l'attitude d'un gars qui en a rien à foutre de la meuf. Victoire. Oh. C'est la fin?
C'est l'heure des adieux? Non. C'est la fin, c'est l'heure des adieux. Le niveau de discours méta, là, il est 100%. hein. Non. Fileur blanc. Entremonde. Ah putain! Et où est-ce qu'il atterrit? Dans l'église. Qu'est-ce qu'on a dit sur l'église 5 minutes avant? Moi, les gars, je sais pas. Hein. Le mec atterrit dans l'église, au pied d'un parterre de fleurs, des retrouvailles. Je répète, il est juste au pied d'un parterre de fleurs, des retrouvailles. Est-ce qu'il est dans le monde réel, pas réel et tout? J'en sais rien. Moi, tout ce que je vois, c'est ça. Gros plan sur les fleurs, avec Zach en fond. Les mondes s'entremêlent. Les mondes s'entremêlent, on voit toujours les fleurs. Hein. Ça symbolise quoi, les fleurs? Rappelez-moi, Iris, les retrouvailles, tout ça, tout ça. Et se scinde à nouveau. Et puis un jour, ils se retrouvent. Et il est où quand il dit ça? Qu'est-ce qu'on vient de voir quand il disait ça? Moi, je vais pas chercher midi à 14h quand j'analyse un truc. Hein. On a une scène où on a Zach dans l'église d'Aerys avec le gars qui te dit « Les mondes se scindent ». Ah bah oui, ça pourrait être scindé. Vous avez été scindés dans cette dernière partie du jeu, Aerys et toi, mais ils se retrouvent à nouveau. Et quand il dit ça, le gars, il est où? Alors, dans quel monde? Je sais pas. Tout ce que je sais, c'est qu'il est dans l'église et qu'on a eu un focus visuel permanent sur les fleurs. À un moment donné, c'est flag, non? Je sais pas vous, mais pour moi, c'est flag. Pour moi, la mise en scène de toute cette retrilogie nous indique qu'il va y avoir des retrouvailles Zach, Iris. Et à cet égard, c'est aussi là que le personnage de Zach raconte des choses par rapport à sa propre histoire. Même si c'est pas l'enjeu de l'histoire de FF7 et même si c'est un tout petit peu. Cet élément me semble extrêmement important car c'est le morceau de l'histoire de Zach qui est resté incomplet dans Crisis Core. Là, c'est de la narration, c'est du développement de personnages qu'on est en train de construire. C'est l'histoire personnelle de Zach, de même que celle d'Iris, qui sont dans la continuité de ce qu'on a déjà eu, de ce qu'on nous a déjà raconté. Et si j'ai raison, alors ça signifie qu'on est en train de nous raconter des choses sur Zach, et pas seulement de s'en servir comme un mode d'emploi des reflets. Tout Rebirth nous montre l'attachement de Zach pour Iris, que ça vous plaise ou non. On parle d'un type qui était un tombeur et qui n'a Dieu à la fin que pour une seule nana. On parle d'un type qui, quand sa nana lui balance une liste de caprices longs comme le bras, au lieu de lui dire « Tu sais quoi, t'es chiante », il lui dit « Note-les-moi, comme ça je les oublie pas ». On parle d'un type qui a un coup de foudre immédiat. On parle d'un type qui ne part jamais en mission sans s'inquiéter du sort de sa meuf. On parle d'un type qui est mort pour retrouver la femme qu'il aime. Et là, on parle d'un type qui balance sans réfléchir le mec qu'il se coltine à bout de bras depuis 1 an à la première connasse venue parce qu'il a vu sa chérie en mauvaise posture à la télé. On parle d'un type qui se démonte un hélicoptère à main nue pour la sauver. On parle d'un type qui apprend que la nana crush sur son meilleur pote et qui veut quand même sauver ses miches. On parle d'un type qui fait passer le bonheur de la femme qu'il aime avant le sien. Et ça, mesdames et messieurs, c'est du développement de personnage. Et c'est totalement dans la continuité de ce qu'on nous a raconté sur Zach. Et dernier élément important, et non des moindres, comme je vous disais, il faut que ça raconte quelque chose. Et je reviens à mon propos de départ, est-ce que Zach est réellement seulement un personnage fonction? Eh bien, réfléchissons 2 minutes à l'histoire de Zach. Son histoire personnelle, son histoire qui raconte des choses sur lui en tant que personnage. À la fin de Crisis Core, la plupart des éléments de son histoire sont clôturés. Zach voulait devenir un héros, il est devenu un héros. On a la passation qui se fait avec Cloud. Les retrouvailles symboliques avec Angeal.
Il meurt, certes, mais il meurt le sourire aux lèvres, il est en paix, etc. Tout est bouclé. Il y a un seul truc, un seul, qui nous est montré de manière extrêmement récurrente, et pour ça, on va revenir sur la fin de Crisis Core. Pourquoi Zack décide d'aller à Midgar? Si on réfléchit bien, c'est quand même l'idée la plus conne qui soit. Quand t'es poursuivi par l'élite de la Shinra, d'aller à Shinraville, directement te jeter dans la gueule du loup, alors que l'idée la plus intelligente, ça aurait été d'aller se planquer au Wutai, par exemple. Au moins le temps de se faire oublier. Ou d'intégrer la résistance anti-Shinra. Bref, de faire ce qu'a fait Glenn. Viser le seul continent qui n'est pas totalement sous la coupe de la Shinra et où tu pourrais trouver des alliés. C'est totalement débile d'aller à Midgar. Après, on sait que Zack, des fois, il fait des trucs un peu cons. Le mec, il cherche un gars qui a une prime au cul et prend la fiche de signalement, il te la plie pour en faire un petit photomaton et il va voir toutes les mamies du quartier pour savoir si elles n'ont pas vu le gars en question. Et là, t'as envie de lui dire, gros, je crois que t'as pas très bien compris le système de la prime, en fait. Il y a des chiffres autour de la tête du monsieur. C'est une somme d'argent. Et une grosse somme d'argent. Et si tout le monde savait où était le monsieur, on n'offrirait pas cette grosse somme d'argent en échange de savoir où il est. Donc, oui, des fois, Zack, il prend des décisions de neuneu. Mais c'est juste que Zack, il se pose pas de questions. Il veut faire un truc, il fait un truc. Et la seule raison pour laquelle il retourne à Midgar, c'est parce qu'il veut revoir Aerys. En dehors de tous les éléments dont je vous ai parlé et qui sont conclus, qu'est-ce qu'on nous montre à la fin de Crisis Core? On nous montre les 89 lettres qu'Aerys a écrites pour lui pendant 4 ans que Tsang n'a jamais pu lui donner. Il y a cette espèce de roue des émotions ou des souvenirs qui lui sert pour ses transcendances et que j'évoquerai dans ma prochaine vidéo, qui bloque à la fin sur le personnage d'Aerys. Le fait que la dernière image d'Aerys est une mise en scène qui nous laisse penser qu'elle a senti la mort de Zack. Aerys regarde le ciel et le ciel se met littéralement à pleurer. Métaphore, les gars. La seule chose dans l'histoire de Zack qui n'a pas de conclusion, ce sont ses retrouvailles avec Aerys. C'est le fait qu'il puisse lui dire qu'il n'a jamais voulu l'abandonner pendant ces 4 ans. On finit sur un Zack qui a tout donné pour Aerys. Tout. Jusqu'à sa vie. Le mec s'est quand même fané de traverser toute la carte à Yep, avec un demi-cadavre sur le dos, pour aller se jeter dans la gueule du loup jusqu'à quasiment se suicider. Parce que je veux dire, quand il arrive devant les soldats de la Shinra, il y a un mur qui l'empêche de passer à Midgar. Et le mec se dit pas, je vais faire demi-tour, je vais me barrer, je vais sauver mes fesses. Non! Tant pis, il fonce dans le tas. Il va chercher sa meuf. Ce gars-là, et ce gars-là, c'est le même. C'est le truc qui te laisse un goût amer dans la bouche. On est désolé que Zack soit mort. Mais il a été un héros. Il a passé le flambeau à Cloud. Il a fait honneur à l'héritage d'Angel. Tout ça a une conclusion. La seule chose qui n'en a jamais eu, c'est la reconnaissance de tout ce que Zack a fait pour Aerys. Et comment commence Rebirth? Exactement là où Crisis Core s'était arrêté. Que fait Zack? Il va chercher sa meuf. Et que fait Zack dans tout Rebirth? Il protège sa nana, il reste à ses côtés et il se bat pour la sauver. Pourquoi voulez-vous qu'on nous raconte autre chose dans la partie 3? Et à titre personnel, je l'avoue, moi, c'est ça que je veux voir. Je m'en fous qu'ils se fassent des bisous, je m'en fous qu'elle retombe dans ses bras de toutes les façons. Encore une fois, pour moi, tous les deux sont morts, donc ils vont pas nous faire des bébés dans le live stream, j'en ai rien à carrer. Mais ce que je voudrais, c'est qu'Aerys sache tout ce qu'il a fait pour elle. Que l'absence de ses 4 ans, c'est pas parce qu'il en avait rien à foutre. C'est pas parce qu'il s'est trouvé une autre nana. Qu'il n'a jamais cessé de vouloir la protéger, la rejoindre, passer du temps avec elle. Moi, c'est ça que je veux voir. Je veux qu'Aerys sache tout ce que cet homme a fait pour elle. Parce que c'est incroyable, en fait. Et parce que c'est beau. Et là, ça raconte quelque chose. Là, ça nous raconte quelque chose sur l'histoire de Zack. Quelque chose qui était déjà là. Quelque chose qui n'a jamais cessé d'être là. Qui n'a jamais été terminé. Qui ne nous a jamais été donné. Et qui est complètement raccord avec son personnage.
Avant de conclure les petits éléments bonus dont on va parler vite fait, parce que j'ai pas grand-chose de conclusif à dire dessus, les focus sur la matéria blanche, alors il y en a au moins 2. Au début de Rebirth, avec la mise en scène qui rappelle la mort d'Aerys et le gros plan sur la matéria qui tombe. Qu'est-ce que ça raconte exactement? Et la discussion avec Marlène. Zack vient d'apprendre que sa nana avait des sentiments pour Cloud, et tout à coup, tu sais pas pourquoi, la caméra, elle part sur le côté et elle te fait un focus sur la matéria blanche. Je sais pas trop ce que ça raconte. Honnêtement, j'ai pas encore pris le temps de me pencher beaucoup sur ces 2 scènes, mais si vous avez des explications sur ces éléments-là, ça m'intéresse beaucoup. Bon, moi j'avais émis l'idée qu'il y aurait un lien entre le fait que Aerys et Zack puissent participer justement à débloquer ou à faire en sorte que ce sacre s'enclenche. Mais pourquoi on te le montre en fait à un moment où Zack est en train de se faire blackbouler parce que le blondin a débarqué dans la vie de sa meuf? Je sais pas trop. Deuxième élément, la scène à la fin d'Intergrade. Alors je sais pas ce qu'elle fout là et je sais pas ce qu'elle raconte. Elle nous montre clairement un reflet différent de ce qu'on a suivi dans Rebirth, puisque Zack n'a pas Cloud avec lui et qu'en plus il s'est débarbouillé. Mais c'est très bizarre en fait. Parce que s'il est tout propre, ça veut dire qu'il a été chez Elmira, puisque c'est son seul point d'attache à Midgard. Comment aller chez Elmira sans apprendre qu'Aerys est parti? Ou alors ça veut dire qu'il a emmené Cloud dans l'espèce de taudis où il le garde avec Aerys, et en fait il ne sait pas qu'Aerys est morte ou qu'à tout le moins elle est partie avec le groupe. Donc ça peut être la timeline principale également. Il peut très bien s'être dit « Ah, j'ai fini de me balader dans les mondes, maintenant je suis revenu là où il fallait, et je vais retrouver ma meuf, et en fait, non. » Et les personnes qui sont dans l'église peuvent être des victimes de l'effondrement du secteur 7 qui ont trouvé refuge dans l'église du secteur 5. Mais j'ai pas grand-chose à dire de plus. Donc d'où elle sort cette scène, est-ce qu'ils vont la garder ou pas, j'en sais rien. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'un youtubeur américain que j'apprécie, Schrödinger Baby Seal, a eu l'occasion de rencontrer Hamaguchi-san et Kitase-san lors d'un événement qui a eu lieu en périphérie des Game Awards aux États-Unis, où ils ont organisé une rencontre avec les fans américains qui permettait de faire des échanges de questions-réponses, et il lui a justement posé cette question. There's a scene at the end of Intermission where Zack enters Aerith's church and doesn't find her there, ending as a sort of cliffhanger for the next part. That scene implies that he hasn't met Aerith yet, but in every scene in Rebirth, he is taking care of her. Why the difference? Was that scene scrapped? How much should we keep that scene in mind moving forward? So it isn't exactly that scene was scrapped per se, but when we approached Remake and Rebirth and how to go about telling this story, I know that a lot of you may notice that within the sort of inner workings or background of the game, we have this sort of essence of the multiple worlds and like a parallel universe, as many of our fans like to mention it. And sort of by mixing these elements, our sort of intention was to really provoke this type of discussion and curiosity into what could possibly be happening. Are these worlds the same or different? And the timeline of it all. And so Zack and Aerith's relationship and those scenes in itself is also part of it. So, your question is almost like, oh, this is as we intended. He's like, oh, this is really a fan event. He's like, oh, we don't even know what the next question is going to be. So, and then after this, there were some other questions, but the most standout question after this, and there was a Zack fan in the audience, and when I say Zack fan, I think that's underselling it. Like this, she was like the Zackest stan ever, and she asked a question. She said, "This is from all the Zack fans in Europe." In America, all of us were so happy that Zack had a renewed role in Rebirth, and we love getting to play as Zack and Cloud. We just want you to know that we really hope Zack gets a better fate in part 3 than he got in the original. And we hope that he has a bigger role in the future of the series. Can you tell me anything about his role in part 3? And Hamaguchi's answer, I shit you not, was, I can't talk much about
part 3 yet, but I have a feeling you're going to be very happy. Est-ce que c'est une réponse politiquement correcte de la part d'Hamaguchi? Très certainement. Est-ce que c'est forcément des couilles? Je suis pas sûre. Là, on a fait le tour de toutes les apparitions de Zack, et qu'est-ce qu'elle nous raconte? 2 choses. Le lien avec Aerys vers de futures retrouvailles, qui se situe dans la continuité de l'histoire du développement humain, sentimental, émotionnel, psychologique du personnage, et un développement de son impact et son rôle dans le scénario. Arrêtez-moi si je dis des bêtises, mais le fait d'avoir un développement émotionnel et relationnel pour un personnage, c'est pas de la fonction, c'est du développement de personnage. Et ça, mesdames et messieurs, ça prouve que l'on est en train de nous raconter des choses sur Zack. Oui, même dans Rebirth. Même s'il n'y a pas de conclusion, s'il n'y a pas de finalité, qu'on ne sait pas où ça va, ça raconte des choses sur le personnage de Zack. Par lui-même, pour lui-même. Et je pense sincèrement que dans la 3e partie, il aura son propre rôle. Un rôle qui est lié à Aerys, au fait de soutenir Cloud et de contrer Sephiroth. Ce que j'essaye de mettre en exergue à travers ces analyses de scène, c'est l'idée que Zack puisse être un personnage qui ne parle pas d'autre chose que de Zack. Il n'est pas seulement là pour parler des mondes, il n'est pas seulement là pour parler de la relation Cloud et Aerys, il n'est pas seulement là pour montrer à quel point Sephiroth est puissant. Zack raconte aussi des choses, pour lui-même, qui sont dans la continuité de son développement. Le Zack qu'on a dans cette trilogie, c'est le Zack qu'on a quitté dans Crisis Core, mais avec une continuité narrative. C'est ce que j'imagine pour la partie 3. Un rôle qui vienne boucher les trous, rassembler les morceaux épars qui nous ont été donnés dans la compilation. Comment Zack et Aerys se retrouvent dans Live Stream? Pourquoi est-ce qu'on les voit ensemble dans Advent Children? Est-ce qu'Aerys va enfin connaître la vérité au sujet de Zack? Est-ce que Hoshio Meguro Otome c'est canon ou pas? Comment Zack va encore une fois venir en aide à Cloud pour l'aider à se dépasser, etc., etc. Et je veux le voir briller et être un élément essentiel du combat contre Sephiroth. Et contrairement à ma première impression, pour moi, c'est exactement ce que la trilogie fait à bien des égards. Je continue de penser que les ajouts qui sont faits ne sont pas là pour raconter une histoire différente, mais pour raconter la même histoire, mais différemment. Plus raconter, mieux raconter, aller plus en profondeur. Pour moi, le rôle de Zack en partie 3 doit servir à ça. Pas pour être juste là pour amener du changement gratuit, ni être mis de côté, ni être un bête faire-valoir ou un tutoriel pour le fonctionnement des reflets. Mais pour que Zack raconte quelque chose par rapport à Zack et pour Zack, selon moi, c'est ça qui doit se passer. Encore une fois, tout ce que je vous raconte est évidemment totalement discutable et je suis certaine que nombre d'entre vous ne seront pas d'accord avec moi. Je vous ai raconté ce que moi j'ai vu, comment je lis les choses avec mon regard sur la base du contenu des jeux sans faire de la spéculation hasardeuse. Mais si évidemment vous voyez des éléments à côté desquels je serai passée, car il se peut tout à fait, j'en conviens parfaitement, qu'il y ait des éléments qui m'aient échappé. Parce que, inconsciemment, peut-être, je n'ai pas envie de les voir. Vous avez vu mon attachement à ce personnage, je m'en suis pas cachée. Cal, évidemment, je te donne rendez-vous pour en discuter en live avec d'autres invités. J'en profite pour signaler que j'ai piqué un extrait de la vidéo de la chaîne Almir Retech sur la saison 1 de Demon Slayer. Je vous mets le lien de la chaîne en commentaire si vous ne la connaissez pas déjà. Leurs séries abrégées sont des pépites de drôlerie. Franchement, c'est le meilleur truc que j'ai vu dans le genre depuis State Alchemist. Et vous savez à quel point j'aime State Alchemist. Avant de vous quitter, je voudrais faire un petit big up à une création de Shark qui a fait un super machinima en hommage à Zack que j'aime beaucoup. La musique est chouette, le montage est au top. Franchement, c'est très émouvant. Si vous aimez le personnage de Zack autant que moi, franchement, allez y jeter un œil. Vous trouverez le lien en description, évidemment. Merci de m'avoir écouté et évidemment, je ne peux que conclure en laissant le mot de la fin à notre petit chiot fou préféré. 夢を抱きしめろ。そしてどんな時でもソルジャーの誇りは手放すな。